Même si cela ne fait pas nécessairement la une des journaux, il semblerait que nous soyons entrés dans une nouvelle course à l'espace, avec pour objectif Mars. La NASA et la Chine, aidées par des entreprises privées, sont les candidats les plus sérieux pour la première mission habitée vers la planète rouge. Même si un retour sur la Lune est la priorité pour l'instant, Mars devrait suivre rapidement. Pour m'éclairer sur le sujet, j'ai eu la chance de discuter avec Jean-Marc Salotti, membre de l'International Academy of Astronautics et l'association Planète Mars. Il a publié de nombreux travaux en lien avec les voyages habités vers Mars. Voyons donc à quoi pourrait ressembler cette mission historique. Mars est la 4e planète du système solaire en partant du Soleil, et il n'y a pas à tergiverser, il s'agit de la planète la plus propice au premier rétablissement d'une présence permanente humaine dans le système solaire. Mais ne vous laissez pas séduire par ces sublimes photos dignes du Club Med. Mars n'est pas du tout hospitalière, et si vous voulez du confort, l'Antarctique est une destination 4 étoiles en comparaison. Avec une atmosphère contenant plus de 95% de dioxyde de carbone et moins de 1% d'oxygène, une température moyenne de moins 60 degrés et environ 38% de la gravité de la surface de la Terre, on peut se demander pourquoi faire le trajet de 55 millions de kilomètres. La première raison, à mon sens, c'est la science. Si on pense à l'exobiologie, c'est-à-dire si on envisage qu'il y ait un jour des organismes vivants sur la planète Mars et qui devront s'adapter aux conditions martiennes, eh bien évidemment, ça serait des recherches totalement différentes de ce qui existe aujourd'hui. Et puis, il faut se projeter sur beaucoup plus loin encore, c'est-à-dire vers le voyage vers Jupiter, vers Saturne, etc. Si on avait une base martienne, eh bien, on aurait tout un plan de la science en termes d'exploration planétaire, eh bien, qui serait bien plus avantagé, je dirais, par des lancements depuis Mars. Donc, La deuxième raison, c'est la raison, je dirais, du rêve. Je prends un exemple très simple, c'est Star Wars. Eh bien, l'univers de Star Wars, est-ce qu'il existerait s'il n'y avait pas eu les missions Apollo, par exemple? Il y en a qui disent qu'effectivement, en tout cas, ça inspire. Et donc, si tout d'un coup on disait, oh ben non, on va arrêter maintenant l'exploration du système solaire habité, on va se contenter de robots, eh bien, c'est un rêve qui est brisé. Et la troisième raison, c'est une raison, je dirais, peut-être plus philosophique. Alors, il y en a qui disent, par exemple, qu'il ne faudrait pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Déjà, s'il y avait quelque chose de terrible qui arrivait sur Terre et qu'il y avait une extinction de l'humanité et de la vie même, peut-être, globalement, eh bien, ça serait terminé. Ça serait bien dommage, alors qu'on a la possibilité d'aller ailleurs et, je dirais, d'assurer qu'il y ait une survie des espèces animales, végétales et de l'humanité. Comme dit Elon Musk, il dit que c'est une espèce multiplanétaire. Donc, ça change totalement les choses, évidemment, d'avoir une espèce multiplanétaire plutôt qu'une espèce planétaire. Projetons-nous maintenant dans les prochaines décennies. Dans cet épisode précédent, nous avons décortiqué une timeline de l'expansion de l'humanité à travers le système solaire par une équipe de chercheurs internationaux. Mars étant prévu pour minimum 2037, maximum 2048. C'est donc une fourchette raisonnable, sachant que le trajet le plus court n'est possible que lorsque la Terre et Mars possèdent la bonne configuration, ce qui arrive tous les 2 ans et quelques. Tout d'abord, une mission à échelle 1 sera certainement orchestrée bien avant une mission habitée. Il s'agit d'expédier approximativement le même poids et la même masse qu'un vaisseau habité afin de tester notamment l'atterrissage sur Mars. Une répétition grandeur nature pour être sûr que les aspects techniques sont maîtrisés avant le transport d'un équipage. Pour envoyer des robots, vu qu'ils ne se plaignent pas trop, le trajet prend environ 8 à 10 mois. Mais pour un équipage humain, chaque semaine compte. Ainsi, un voyage d'environ 6 mois est envisageable, mais le coût en carburant augmente très rapidement pour un retour marginal en temps. Une fois sur place, les astronautes devront attendre approximativement 500 jours pour que la bonne configuration planétaire se produise pour le voyage retour. En termes de propulsion, à moins d'un énorme changement de paradigme, ce sera une propulsion chimique. L'architecture de mission varie en fonction des différents projets, que ce soit la NASA, SpaceX ou autre, mais en général, il se compose d'une fusée contenant les astronautes et les ressources pour survivre pendant le voyage. Mais elle n'aura le carburant nécessaire que pour quitter la gravité terrestre. Une ou plusieurs fusées supplémentaires seront envoyées en basse orbite pour docker avec cette dernière et remplir les réservoirs. Ensuite, l'architecture de mission possède plusieurs étapes. Il y a 4 ou 5 lancements à faire pour amener tout ce qu'il faut amener, donc soit en orbite martienne, soit sur la surface martienne. Alors on peut les recenser un petit peu. Bon, d'abord évidemment il faut un habitat avec les astronautes, donc ça c'est déjà assez lourd. Il faut l'envoyer sur la surface martienne. Alors après il y a déjà une petite option à déterminer. Est-ce que cet habitat c'est aussi celui de l'aller du voyage interplanétaire ou alors est-ce qu'on a un habitat dédié pour le voyage interplanétaire? Bon, quoi qu'il en soit, s'il y en a un à la surface martienne, quand on remonte en orbite, là on ne remonte pas avec le gros habitat. En général, on a un petit vaisseau spatial, une petite capsule en fait, pour remonter en orbite martienne. Eh bien, il faut la mener, celle-là aussi, depuis la Terre. Donc en fait, c'est un autre lancement où il faut effectivement amener cette petite capsule qui va remonter en orbite. Il faut une autre fusée pour amener la fusée de retour. C'est-à-dire qu'en fait, comment on fait pour revenir?
Et là, il faut un système de propulsion, carrément un gros système de propulsion et un habitat pour le retour. Donc là, c'est encore au moins une, voire 2 fusées, parce qu'il faut enlever l'habitat plus encore un système de propulsion, alors qu'à l'aller, on avait juste besoin d'arriver, puis après on peut descendre directement à la surface. Là, il faut amener du carburant. Donc en fait, ça va coûter beaucoup en tout cas de masse utile, donc de charge utile, et sans doute une ou deux fusées supplémentaires. Et puis, si jamais on est un peu ric-rac, je dirais, au niveau de la masse de l'habitat qu'on a amené sur la planète Mars, eh bien, on n'a pas du tout de rover pressurisé, on n'a pas beaucoup d'outils scientifiques. Eh bien, donc en fait, on pourrait aussi envisager un cargo qui amènerait donc des éléments, des outils, des véhicules pressurisés, etc. Donc sur la surface martienne, encore une autre fusée encore à amener sur Mars. Donc tout compte fait, ça fait peut-être 5 lancements lourds. Et quand je dis lancement lourd, ça veut dire que avec une charge utile qui pourrait être donc de 130 tonnes, si vous voulez, en orbite basse, c'est énorme, hein. 130 tonnes en orbite basse, c'est absolument énorme. Et il en faudrait 5 comme ça pour envoyer tous les éléments donc sur Mars ou en orbite martienne. Tous ces lancements lourds n'ont pas à être envoyés en même temps. Il est même crucial de faire atterrir sur Mars, en amont des astronautes, un cargo contenant le plus de charge possible, comme les outils scientifiques, véhicules pressurisés, le véhicule de retour et des éléments de survie. C'est une façon d'assurer que le matériel et ressources essentielles soient déjà sur place avant d'envoyer des humains. L'inverse serait extrêmement risqué, puisque si, disons, le véhicule contenant l'habitat est détruit lors de l'atterrissage, les astronautes se retrouveront coincés en orbite sans possibilité de rester à la surface. Suite à une étude en 1997 et à l'analyse de spécialistes des facteurs humains, la NASA a conclu que 6 astronautes serait le nombre idéal pour une première mission habitée vers Mars. Ce chiffre a servi de base pour tous les plans de mission qui ont suivi. Mais si on en souhaite atténuer la complexité, il est possible de réduire le nombre d'astronautes. On peut se demander, tiens, mais est-ce qu'on peut réduire un petit peu ? Eh bien, donc j'ai posé la question des spécialistes, et je crois qu'ils avaient convenu que 3 personnes étaient le strict minimum. En termes de compétences, il y a tout un tas de compétences, parce qu'il faudrait un docteur, il faudrait quelqu'un qui est spécialiste de mécanique, spécialiste de navigation, spécialiste d'électronique, d'informatique, bref, il y a plein de choses. Mais ça, on va dire que les compétences peuvent être acquises par l'entraînement, par la formation. Le deuxième point, c'est le point de vue facteur humain. Alors pareil, pour qu'ils soient bien ensemble, les astronautes, il faudrait les entraîner ensemble. Il faudrait qu'ils soient... alors, il y a des critères psychologiques qui vont avec ça, c'est-à-dire que on ne doit pas prendre des gens trop introvertis ou trop extravertis, des gens qui sont capables de travailler en équipe. Donc tout ça, c'est dans la sélection, c'est dans l'entraînement. Et un autre point qui est quand même fondamental, parce qu'on peut dire, alors pourquoi pas 2 ? Mais en fait, après, il y a une question ce qu'on appelle la double redondance, c'est-à-dire que si jamais il y avait un pépin pour une personne, eh bien, qu'il reste encore 2 personnes, qu'il y a encore une redondance, si vous voulez, qui reste. Donc, on a vraiment une sécurité quand même assez importante quand on a 3 personnes, grâce à cette double redondance. Donc, c'est un point de vue de risque, si vous voulez. Donc, Après 6 à 9 mois de voyage et un atterrissage qui s'annonce délicat sur la surface de la planète rouge, les désormais martiens devront survivre dans un endroit plus hostile que n'importe quel coin de la Terre. Ils devront vivre dans des habitats artificiels possédant des systèmes de survie complexes. Un aspect clé seront les systèmes de traitement d'eau. Les astronautes de l'ISS ont montré qu'il est possible d'en utiliser beaucoup moins et qu'environ 70% peut être recyclé. Des systèmes similaires seront nécessaires sur Mars, mais devront être beaucoup plus efficaces. En effet, l'ISS est ravitaillé en eau 4 fois par an. Ce ne sera pas aussi simple sur Mars. A noter que l'accès à des gisements d'eau gelés par forage a été étudié par la NASA, mais il reste beaucoup d'inconnus à ce sujet. Quoi qu'il en soit, les astronautes auront avec eux suffisamment d'eau pour le voyage aller-retour et une certaine quantité de réserve au cas où le système de recyclage malfonctionne, ce qui représente des tonnes d'eau à transporter. Généralement, que ce soit pour l'eau ou pour la nourriture, les plans de mission incluent de nombreuses redondances et backups pour faire face à plusieurs scénarios. Je pense que la NASA actuellement est dans une stratégie, on envoie autant de nourriture déshydratée, et en tout cas pour toute la mission, de sorte que, ça va pas dire qu'on n'aura pas des produits frais. Si jamais ça se passait mal pour une raison ou pour une autre, on arrive en orbite martienne, et puis on décide qu'on va pas atterrir. Quelle que soit la raison, le vaisseau, il y a un problème, ok, on n'atterrit pas. Eh bien, il faut avoir toute la nourriture possible, toute la nourriture nécessaire au voyage, retour. Il doit rester en orbite, peut-être, en attendant, d'ailleurs. En tout cas, voilà. Donc, le problème est posé comme ça. Et sur place, donc, en tout cas, et même peut-être d'ailleurs aussi dans le voyage, on peut avoir une petite serre. Alors c'est selon les besoins et selon la masse qu'on a. Enfin, en général, ça pèse pas beaucoup quand même, une serre. Enfin, il y a la terre, peut-être pèse un petit peu, mais souvent après, ce sont les graines. Les graines, c'est vraiment, ça pèse rien. Il y a plein de problèmes qui peuvent survenir d'ailleurs. Le système d'éclairage de la serre, si ça tombe en panne, il y a plein de mille et une raisons pour lesquelles, qui pourraient faire que les plantes ne pourraient pas bien pousser, etc. En plus, ça a besoin d'eau aussi, donc l'eau, c'est un élément aussi un peu
clé pour la mission. On pourrait exploiter l'eau qui proviendrait de la glace martienne, parce que ça pourrait être une économie également, parce qu'on sait qu'il y a de l'eau, enfin il y a de la glace, pas de l'eau liquide, mais il y a de la glace d'eau dans le sous-sol martien. Mais là encore, la NASA est plutôt réticente et ne souhaite pas, enfin en tout cas, c'est à discuter peut-être, mais ne souhaite pas que ce soit nominal. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on embarquerait pas totalement, pas complètement toute l'eau qu'il faudrait, et en disant on va en prendre sur place. Voilà, c'est plutôt, on va prendre tout ce qu'il faut pour être autonome, et puis bon, si on veut un peu plus d'eau, pourquoi pas, on pourrait aller en extraire, mais parce qu'à force, il faut limiter les risques. Donc si on accumule les besoins et les dépendances, ça devient un petit peu compliqué. Après plusieurs missions et des décennies d'expérience sur la surface martienne, nous aurons une meilleure appréciation des risques ainsi que la faisabilité de produire des ressources in situ, c'est-à-dire sur place. Transporter toute la nourriture et l'eau sera alors peut-être moins crucial. À quoi cela pourrait ressembler? On a déjà vu dans une ancienne vidéo qu'il existe des propositions d'habitat suggérées par plusieurs équipes avec des styles et esthétiques différents. Mais les habitats incluront sûrement les éléments suivants: production d'oxygène, élimination des déchets, assainissement et recyclage de l'eau, dortoirs, stockage d'équipements, espace de travail et d'exercice, sas pour la pressurisation et la gestion de la poussière, équipement d'extraction de ressources, initialement pour l'eau et l'oxygène, plus tard pour un plus large éventail de minéraux, équipements de production et de stockage d'énergie, comme des panneaux solaires et peut-être aussi du nucléaire, des serres pour la production alimentaire, le matériel pour communiquer avec la Terre, des équipements pour se déplacer au-dessus de la surface comme un rover pressurisé. On ajoute aussi du matériel qui pourrait servir pour les objectifs scientifiques d'une mission habitée, comme la recherche de vie sur Mars. Donc essentiellement un petit laboratoire d'exobiologie. Un avant-poste sur Mars pose de nombreux défis techniques, mais également biologiques. En effet, le corps humain est le résultat de millions d'années d'adaptation à l'environnement terrien. Il est clair qu'une exposition prolongée à des conditions extraterrestres aura un impact négatif sur la biologie humaine. Tous les astronautes sont fragilisés par la microgravité après seulement quelques mois en orbite. L'Agence spatiale européenne propose d'embarquer une petite centrifugeuse qui permettrait aux passagers de faire des séances de gravité tous les jours. Ajouté à des exercices physiques, cela pourrait suffire à contrecarrer les effets de la pesanteur lors du voyage. Une autre solution serait d'inclure des modules en rotation autour du vaisseau, comme pour la station de 2001 de l'Odyssée de l'espace. Seulement, cela augmente la complexité et les risques de panne mécanique. Il y a plus de choses qui pourraient mal tourner en fait. L'autre facteur qui revient souvent sont les radiations cosmiques durant le voyage. Alors, cela ne pose aucun danger immédiat. Les astronautes ne vont pas succomber aux radiations durant la mission de 2 ans, mais ils verront leur risque de développer un cancer au cours de leur vie augmenter de 3 à 4%. Ce sera donc à eux de choisir s'ils acceptent le risque et les conséquences potentielles. C'est important de préciser que les astronautes font partie des personnes les plus saines au monde, et en principe, les moins à risque de développer des cancers, ne serait-ce que par leur hygiène de vie. De ce fait, même avec 3 à 4% de risque en plus, ils pourraient rester en dessous de la probabilité moyenne. Ajoutez à ça, l'oncologie progresse rapidement et la médecine aura certainement évolué entre 2037 et 2048, ce qui laisse espérer que le cancer ne sera plus une maladie si terrifiante. Mais bon, le fait est que nous ne savons pas tout sur les dangers de l'espace prolongé sur le corps humain, donc la prudence reste de mise. Des tests en haute orbite ou sur la Lune vont sans doute éclaircir nos connaissances, que ce soit sur les aspects biologiques, mais également psychologiques. Il existe d'ailleurs une simulation martienne, appelée HI-SEAS, Hawaii Space Exploration Analog and Simulation, qui place les scientifiques dans un laboratoire martien factice pour étudier les effets psychologiques de l'isolement prolongé. Un autre point très important pour le succès d'une mission habitée sur Mars est la capacité de produire du carburant sur place. Comme on l'a vu, il y a déjà énormément de charges utiles et carburant pour se rendre sur la planète rouge. S'il faut en plus apporter tout le carburant pour le retour, la complexité se retrouve démultipliée. C'est pourquoi de nombreuses options ont été étudiées pour produire du carburant grâce aux ressources martiennes. Avec un système de propulsion qui fonctionnerait au méthane liquide, oxygène liquide, donc il faudrait soit produire du méthane et ou, je dirais, de l'oxygène. Or, c'est l'oxygène qui pèse le plus, en fait. C'est-à-dire, en fait, il y a une quantité d'oxygène bien plus importante que de méthane, en termes de masse, en tout cas. Donc, si on arrive à produire de l'oxygène sur place, eh bien, il y a un gain énorme. Donc, l'idée, c'est d'avoir une petite usine chimique, qui serait quand même, finalement, si vous voulez, mettons que ça fasse 2 tonnes, si vous voulez, tout compris. Allez, mettons, même 5 tonnes, ça rentrerait, en tenant compte aussi, d'ailleurs, du système quand même de production électrique. On pourrait donc avoir donc un compresseur, déjà, qui récupérerait le CO2 de l'atmosphère martienne, qui compresserait, donc déjà, d'une part, et après, on sait, en fait, extraire l'oxygène avec des réactions chimiques, si vous voulez, bon, pour récupérer l'oxygène et le stocker, du coup, après, dans les réservoirs de la capsule qui va remonter en orbite. Donc, en fait, si tout l'oxygène est produit comme ça, eh bien, on économiserait de l'ordre de, je ne sais plus, une quinzaine de tonnes
de carburant, et ça devient très important, une quinzaine de tonnes à économiser. Et quant à SpaceX, alors ça c'est la NASA, uniquement l'oxygène, ça c'est déjà pas mal. Mais SpaceX pense qu'il pourrait aussi produire le méthane. C'est-à-dire qu'en fait, pour le méthane, il faut alors CH4, donc évidemment, donc c'est-à-dire à la fois du carbone et de l'hydrogène. Où est-ce qu'on irait les chercher? Le carbone, ce serait le carbone du CO2, de l'atmosphère. Et quant à l'hydrogène, eh bien, ce serait celui de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, on pourrait extraire de la glace, et donc on ferait ce qu'il faut pour d'ailleurs, c'est assez simple, hein, l'électrolyse de l'eau. D'abord, on chauffe pour obtenir de l'eau liquide, et après, on transforme en H2 et O2, qui sont par électrolyse, tout simplement. Donc voilà, le H2 qu'on peut recombiner avec le carbone, ça fait avec la réaction de Sabatier, il y a des choses qui sont communes là-dessus. On peut donc obtenir du méthane et puis de l'oxygène. Enfin bref, voilà, méthane et oxygène peuvent être obtenus comme ça. Alors ça nécessite en tout cas d'aller chercher quand même de la glace d'eau. Donc ça, c'est pas non plus simple à faire. En tout cas, c'est envisageable et c'est ce que propose SpaceX, en tout cas dans leurs études préliminaires. On verra bien comment ça se passe après. La première mission habitée sur Mars sera l'un des exploits les plus spectaculaires de l'humanité. Il marquera à coup sûr les livres d'histoire pendant les siècles à venir, et nous aurons peut-être la chance d'y assister. Ce sera tellement incroyable que certains n'y croiront certainement pas, et des théories complotistes farfelues vont proliférer. Je pense qu'on peut miser là-dessus. Reste à savoir si le sort de Mars sera similaire à celui de la Lune, c'est-à-dire un exploit puis un abandon progressif ou une période de stagnation sur plusieurs décennies. Ou alors, après plusieurs allers-retours et un perfectionnement technique, les infrastructures vont commencer à s'étendre, tout comme l'autonomie vis-à-vis de la Terre. Avec du recul, le premier pas sur Mars sera peut-être considéré comme le premier pas vers une civilisation multiplanétaire. Ma conversation complète avec Jean-Marc Salotti sur le sujet est ou sera bientôt disponible. Il s'agit de l'épisode 37 de la série du podcast La Prospective. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour découvrir nos prochains épisodes toujours consacrés au futur. Et n'hésitez pas à explorer nos précédentes vidéos et podcasts dans les différentes playlists. Merci de cliquer sur j'aime ou j'aime pas afin de nous rendre plus visibles aux algorithmes de YouTube, ce qui aide la chaîne à croître. Si vous avez des remarques ou un avis à donner, les commentaires sont là pour ça, et vous pouvez aussi rejoindre le Discord The Flares, lien dans la description. Et enfin, sur le site the-flares.com, nous produisons du contenu exclusif premium, comme des documentaires ou des résumés audio de livres. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. C'était Gaëtan pour le collectif The Flares. Nous sommes vos fusées éclairantes. Nous sommes The Flares. Merci, et à bientôt.